Bonjour, nous sommes le dimanche 7 février 2016, il est 10h moins le quart du matin. Je viens d'écouter d'ailleurs l'émission talmudique de Arcana Waknin avec le rabbin Boissière. C'est intéressant d'ailleurs, cette émission était intéressante. Elle nous parlait de laïcité, de dialogue entre les peuples, etc., entre les religions, entre les convictions. Mais je voudrais parler d'un sujet qui n'est pas étranger à la question du judaïsme, c'est la question du génocide. La question du génocide, ça pose la question de l'appartenance collective. Le judaïsme a cet avantage par rapport au christianisme, quelque part, d'avoir une conscience aiguë du collectif, du peuple que l'on appartient. On appartient de facto. Il y a bien sûr une notion de collectif chez les chrétiens, dans la notion d'église, mais c'est un choix, même s'il y a un phénomène de famille, de tradition familiale, mais c'est comme un choix individuel. On peut se convertir à telle et telle religion. Dans le cas du judaïsme, la notion de conversion est beaucoup plus complexe, car en réalité, même quand les juifs parlent de conversion, ils entendent souvent des juifs qui ont quitté la religion juive et qui reviennent vers la religion juive. C'est une autre conception de la conversion, de la teshuva. Et dans la notion de retour aussi, qu'on utilise en Israël pour parler de droit de retour, c'est aussi le fait de retourner à quelque chose dont on est parti. Alors que chez les chrétiens comme chez les musulmans, la notion de conversion n'implique pas le retour à quelque chose qui a existé, mais on va vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas cyclique, alors que le retour est cyclique. Pourquoi est-on scandalisé par le génocide, par la Shoah, mais aussi par celui qui a eu lieu dans différents pays, comme par exemple la question des Hutus et des Tutsis, etc. C'est la question des Arméniens, etc. La question de tel et tel groupe qui est persécuté collectivement, globalement, comme par exemple les chrétiens dans Daesh, etc. Ou même en Égypte, etc., etc. Des minorités, pas forcément. Ça montre bien, aujourd'hui, si nous sommes toujours scandalisés par le génocide, c'est que nous ne sommes pas débarrassés de cette question de l'appartenance. Certains voudraient que nous ne soyons plus que des individus. Si nous n'étions que des individus, il n'y aurait pas de génocide. On ne serait pas concerné par une agression collective. On ne serait que des individus. Si génocide il y a, c'est parce que l'on pense encore en termes d'appartenance collective. Et on sait très bien que l'on est membre d'un collectif. Et que ce collectif, il n'est pas universel. Il n'est pas universel. Il représente un parti, un fragment, une section d'un ensemble. Il cohabite avec d'autres collectifs. Donc toute idée d'une sorte de discours universel qui dépasserait toutes les divisions, tous les clivages, est une idée totalement, non pas utopique, mais dystopique. La notion de collectif, c'est la base même de la tolérance. La vraie tolérance, ce n'est pas la tolérance du comportement individuel. La vraie tolérance, c'est la tolérance qu'il y a d'autres mondes à côté d'une autre. Je ne parle pas d'extraterrestres, je parle d'autres mondes sur cette terre. D'autres mondes qui ont d'autres valeurs, qui ont d'autres repères, et qui ont besoin
d'un environnement particulier, d'un cadre particulier pour se développer, pour s'épanouir. On ne peut pas leur imposer un cadre qui n'est pas le leur. C'est tout le drame, justement, des colonisations, des conquêtes, des annexions, de toutes sortes, idéologiquement, territorialement, militairement, religieusement, que d'imposer, que de vouloir imposer à un groupe les valeurs d'un autre groupe, au nom de la laïcité, au nom de l'universalité, au nom de la philosophie des Lumières, etc. etc. Aujourd'hui, les femmes, et ceux qui, comment dirais-je, les coachs en quelque sorte, voudraient que leurs valeurs soient universelles. Au nom d'un sophisme que j'ai dénoncé à plusieurs reprises depuis quelque temps, à savoir que s'il y a de l'universalité, tout groupe a accès à cette universalité, et tout groupe peut imposer aux autres groupes ce qu'il ressent lui-même, puisque ce qu'il ressent lui-même, c'est universel. Et donc l'autre groupe doit être forcément du même avis que lui, puisqu'on partage le même universel. Et si on peut appeler ça de la tolérance, excusez-moi. Si la tolérance, ça consiste à dire l'autre est comme moi, je suis comme l'autre, et donc il doit vivre comme moi d'après les mêmes valeurs, c'est une drôle de forme de tolérance. C'est une façon de dire oui, effectivement, il n'y a pas de raison de l'exclure de notre groupe. Mais en disant qu'on n'a pas de raison de l'exclure, ça veut dire aussi qu'on ne tolère pas qu'il soit être à l'extérieur de ce groupe. C'est très compliqué tout ça. Donc, je cesserai d'insister sur le fait que un psychologue, notamment, et ça parce que depuis quelque temps, donc, dans ces salons, on voit beaucoup de psychologues, de coachs, ne peut pas faire abstraction de la culture d'appartenance, du groupe d'appartenance, au nom d'un universalisme ou au nom d'un individualisme. Ils sont tous les deux des formes polies, enfin je veux dire, des formes d'ignorance qui se présentent comme positives. Parce que les individus, par définition, on ne peut pas les connaître, on ne peut pas les connaître tous. Et l'universalisme, ben, par définition, on le connaît d'emblée, puisqu'il est unique. Un univers unique. Non, la vérité, elle est entre les deux, entre ces deux extrêmes. Elle est justement dans les différents collectifs qui ne sont ni réductibles à des individualités, ni réductibles à une universalité prétendue. Et cela, ça demande une certaine culture. Culture historique, culture géographique, culture religieuse. Ce qui manque à beaucoup de psy, justement, qui ont fait l'impasse sur ce créneau de la diversité culturelle, de la diversité même des sexes, tout simplement de la différence des sexes, la différence des âges, qui est aussi une différence majeure. Donc finalement, c'est le propre d'ignorant ou d'aveugle que de parler constamment de l'individu, de l'univers, de la totalité du monde, de l'unicité du monde. Tout ça, c'est un cache-misère pour masquer l'ignorance et la méconnaissance et l'indifférence. Mais il y a, en vérité, et il faut le reconnaître, la reconnaissance s'opposant au déni. Il faut rendre à César ce qui est à César, il faut reconnaître les choses. Il faut arrêter de nier. Dans la plupart des cas, je suis obligé de dire à quelqu'un, est-ce que vous reconnaissez ceci? Est-ce que vous reconnaissez cela? Est-ce que vous reconnaissez votre façon de faire, votre attitude? Il faut commencer, quand on discute avec quelqu'un, de voir ce qu'il est disposé à reconnaître. Pour montrer, pour lui éviter de persister dans le déni. J'interpelle souvent les femmes en disant, reconnaissez-vous votre fascination pour les hommes? Reconnaissez-vous
que vous aimez vous retrouver ensemble, entre femmes, autour d'un maître, autour d'un gourou, autour d'un orateur, comme on le voit dans ces réunions justement de ces salons où il y a des salles de conférence, où il n'y a presque que des femmes qui viennent écouter la parole d'une personne. Donc elles sont conscientes par les mêmes de conscientes. La conscience, c'est la reconnaissance, c'est l'opposition au déni. Elles sont conscientes de facto qu'elles sont un groupe de 100 personnes qui écoutent religieusement quelqu'un qui parle sur une estrade ou derrière je ne sais quelle table, un peu comme dans une église. Est-ce que vous reconnaissez que les hommes ont joué un rôle important dans le monde, que c'est eux qui ont façonné le monde, même si vous imaginez un futur différent. Mais pour le passé, reconnaissez-vous que vous êtes fasciné par tout cela, que vous écoutez religieusement la musique de de Chopin ou de Beethoven, que vous lisez consciencieusement les œuvres de Platon ou de Kant, que vous allez voir avec fascination les films de Eisenstein ou de Truffaut. Il y a des femmes qui vous disent, mais derrière les hommes, il y a des femmes. Mais c'est une plaisanterie. Et derrière les femmes, il n'y a pas des hommes. Vous n'êtes pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe, bien évidemment. Et c'est là qu'est intéressant de réfléchir en tant que groupe et non pas qu'individu. Parce qu'en tant que groupe, les femmes ne peuvent pas contester qu'ils dépendent du groupe des hommes. Maintenant, en tant qu'individu, il peut y avoir des histoires particulières, des anomalies, des anecdotes qui font que les choses ne se manifestent pas de la même manière. De même qu'au sein d'un couple, il peut y avoir des particularités. Mais on ne fonctionne pas avec des exceptions. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Marie Curie n'indique pas la révolution de l'ascension féminine, comme on a cru un peu tôt le croire, on a cru le voir il y a maintenant plus d'un siècle, même un siècle, puisque le début du XXe siècle a été marqué par des prix Nobel remarquables qui ont marqué notre imagination. Donc, je voudrais terminer sur un point qui est peut-être secondaire, mais qui me paraît intéressant, même si mon discours va dans différentes directions. Mais c'est pour ne pas avoir à faire une nouvelle causerie sur ce sujet, vous me pardonnerez. Une chose que les femmes doivent reconnaître, en tant que groupe, en tant que nous. Moi, je veux que les femmes parlent en tant que nous. Un nous qui n'est pas nous, l'humanité, mais nous, les femmes. Et de plus en plus, les femmes ne veulent plus parler au nom d'un nous, sinon pour dire nous voulons la même chose que les hommes. Nous voulons avoir le même statut que les hommes. Nous voulons être payés de la même façon que les hommes. Et ça, c'est pas un nous, ça. C'est un nous qui trahit la haine de soi-même, la haine de sa propre position. Un nous qui veut cesser d'être un nous, justement. Et qui n'aura de cesse que de cesser de l'être. Donc, reconnaissons que les femmes reconnaissent qu'elles ont un penchant pour l'écriture, pour ce qui est écrit plus exactement, pour lire ce qui est écrit, pour avoir le temps de lire ce qui est écrit et aussi de se l'approprier. On s'approprie quelque chose d'écrit, mais on ne s'approprie pas facilement quelque chose qui est de l'ordre de l'oralité. On s'approprie une partition, on ne s'approprie pas facilement une musique qu'on a entendue comme cela et qui n'est pas transcrite. Et j'ai déjà signalé ce scandale de ces femmes qui lisent un texte qu'elles ont apporté au lieu de parler. Pourquoi parler? Mais parce que parler, quand on parle, on est à l'écoute de soi-même. Et à l'écoute de soi-même, on peut être inspiré.
c'est une sorte de dialogue avec soi-même que de parler. Je parle et je m'écoute en train de dire quelque chose, et je peux réagir à ce que je dis moi-même. Par exemple, quand moi je parle ici, je dis des choses que j'avais prévu de dire, mais j'ai aussi des tas de choses que je n'avais pas prévu de dire, ou pas de la façon dont j'avais prévu de le dire. Je m'écoute moi-même, et cela m'inspire. Si je lisais un texte sans désemparer, je ne pourrais rien apporter à ce texte de plus. Apporter quelque chose à un texte, ce n'est pas simplement le lire avec une certaine vigueur ou avec un certain enthousiasme, c'est en même temps le transformer, ce texte, tout simplement, dans le transformer dans sa texture même, c'est-à-dire de dire autre chose, ou de le compléter, ce texte. De le compléter parce que l'oralité permet à chaque instant de prolonger, de compléter le texte, ce qui n'est pas le cas de l'écrit.